Qui a dit que la campagne, c'était ringard ? Qui a dit que dans le Berry, il n'y avait que des vaches et des champs ? Ici, tu vas déconnecter des réseaux pour te reconnecter avec des gens vrais qui font bouger les lignes. Dans le Berry, on n'a pas la Tour Eiffel, mais nous avons plein de belles énergies qui entreprennent, créent et façonnent notre territoire. Les Oreilles Vagabondes t'invitent à croquer un bon morceau de campagne en compagnie d'artistes créatifs, de passionnés du terroir, d'amoureux de la nature et de férus du patrimoine. Je m'appelle Paul et je suis podcasteur. Depuis 3 ans, je sillonne la France à la rencontre de celles et ceux qui font bouger nos régions. Et pourtant, je n'avais jamais traversé le Berry. C'est tout juste si j'avais entendu parler de Bourges et de Châteauroux. Mais comme je ne suis pas du genre à avoir froid aux yeux, ou plutôt aux oreilles, j'ai décidé de tenter l'aventure. Et je peux vous dire que je n'ai pas été déçu. Et là, pendant la saison des grues, là ça commence à peine, le champ il est rempli de grues, mais il y en a 1000, 2000. Ah ouais Ça doit être chouette. Hein, ouais, bah ça fait un bruit. Un bruit. Ah, c'est infernal. Moi ça me dérange pas trop, mais quand on se balade, on entend, mais c'est la cacophonie quoi, c'est un truc de malade. Vagabonder. Voyager au hasard, aller à l'aventure, se perdre et se laisser surprendre. Se dit aussi vadrouiller ou encore bourlinguer. Les Oreilles Vagabondes au Berry. Ce matin, j'ai rendez-vous avec Louise à Apremont-sur-Allier. Cette jeune femme a un destin complètement hors du commun puisqu'elle est l'héritière du château, du village et du parc floral d'Apremont, un joyau du patrimoine berrichon situé sur les rives de l'Allier. Dans ce 2e épisode des Oreilles Vagabondes, je t'invite à faire une pause et à t'immerger dans un village et un jardin merveilleux, témoin d'une longue histoire familiale vieille de 3 siècles. En 2022, cela fera 300 ans que la famille de Louise veille sur ce village caché aux confins du Cher. En pleine nature, je t'invite à découvrir ce territoire loin des clichés. Laisse tes oreilles vagabonder au hasard des chemins et tu verras que la campagne berrichonne n'est ni endormie ni silencieuse. Bien au contraire. Bonjour Louise, je suis très heureux de te retrouver ici à Apremont-sur-Allier. Merci de m'accueillir chez toi. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer où on se trouve ? Bonjour Paul, je suis très heureuse d'être ici avec toi. On se trouve ici donc dans un petit village de 70 âmes, Apremont-sur-Allier, qui est aux confins du Berry et qui se trouve face à la rivière l'Allier, qui se jette dans la Loire 5 km plus loin. Je suis arrivée ici il y a maintenant 6 ans. Apremont, c'est avant tout une histoire familiale, puisque l'année prochaine, ça fera 300 ans qu'Apremont est dans la famille. Apremont, c'est un château qui se passe de génération en génération, souvent à travers les femmes. Il change de nom de propriétaire, mais c'est toujours des membres d'une seule et même famille depuis 1722. Et donc aujourd'hui, Apremont, c'est un ensemble assez unique avec un château, un village et un jardin qui se répondent les uns aux autres dans une unité presque parfaite. Donc on est au cœur du parc floral, sur le pont chinois, qui est l'une des 3 fabriques. Les fabriques étant des petits bâtiments qui étaient très en vogue au XVIIIe et qui étaient des petits ornements de jardin en fait. Ce sont des fabriques exotiques, donc il y a un pont chinois, un belvédère et un pavillon turc. Donc ces fabriques, elles sont posées dans ce jardin, qui est un jardin plutôt anglais, avec une très belle pelouse, avec ce qu'on appelle des mix borders, donc des bordures plutôt très fleuries. Ce jardin, il a été imaginé et créé par mon grand-oncle il y a une 50aine d'années, donc dans les années 70. Et il a décidé de créer le parc floral d'Apremont dans l'idée vraiment de l'ouvrir tout de suite au public.
Pour ça, ça a été très très compliqué, un gros chantier, parce que là où on se trouve, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'étang, il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait évidemment pas de fabrique. Si on se retourne, on a aussi une cascade, il n'y avait évidemment pas de cascade. Et les seuls arbres qui étaient là, ce sont les tilleuls qu'il y a derrière toi, Paul, les 4 tilleuls. Et le reste a tout été planté dans les années 70. Donc les restes des arbres ont été amenés déjà grands, en semi-remorque avec tout leur système racinaire. La cascade qui n'existait pas, il a fallu pour ça la créer avec 800 tonnes de pierre à implanter. Les points d'eau n'existaient pas non plus, donc il a fallu créer un étang dans les hauteurs du parc pour alimenter ces points d'eau. Et puis après, il a fallu imaginer cet endroit qui est incroyable et puis surtout ne pas prendre peur devant l'étendue de la tâche. Et puis les fabriques sont arrivées dans un second temps. Donc d'abord le pont chinois, qui est très vite devenu le symbole du parc, parce qu'il faut dire que c'est un peu une aberration. Ce pont rouge, vert, jaune, posé en pleine nature, ça surprend. Il y a encore beaucoup de jolies feuilles dans les arbres, mais on voit toutes ces couleurs d'automne, ces rouges, ces jaunes, ces orangés, ces buissons de feu autour de nous, et c'est un moment de l'année où l'arboretum est très beau, et puis après, au printemps et en été, on sera plus attiré par la partie florale avec l'allée des glycines, avec les bordures de printemps, les bordures d'été et toute cette abondance de fleurs. Est-ce que tu as eu l'occasion de voir des photos de ce chantier à l'époque, dans les années 60-70 du coup? Parce que j'arrive pas à me rendre compte. Moi, tu me dis, ils ont amené les arbres déjà grands par camion. Ça devait être un peu titanesque en fait comme aventure. C'était totalement titanesque et totalement fou. Je n'imagine même pas quelle motivation et quel courage et quelle détermination il a fallu avoir pour faire tout ça. Effectivement, j'ai des photos des chantiers à l'époque et faut imaginer des tas de terre, des engins, même ces fabriques qui arrivent déjà à moitié construites. C'est très touchant en même temps, je trouve, d'avoir ces archives et ça s'inscrit bien dans l'histoire familiale liée à cet endroit et puis dans les travaux qu'avait entrepris le grand-père de Gilles de Brissac, créateur du parc, qui est donc mon grand-oncle. Le grand-père de Gilles, c'était Eugène Schneider, donc qui a fait tous ces travaux sur le village, qui étaient aussi des énormes chantiers. Le village est classé parmi les plus beaux villages de France, donc on a un joli label. Le jardin est classé jardin remarquable et ça nous permet de continuer à entretenir ce patrimoine familial. Donc là, on est dans l'allée des Glycines, au mois d'avril. On est sous une voûte violette. C'est incroyable, ça sent hyper fort, c'est magnifique. Après, il y a des années où on en a moins parce qu'il y a des glycines. Et si on a un coup de gel, on va avoir des dégâts. C'est une fois par an, la glycine. Il y a des glycines remontantes, mais c'est quand même assez rare. Donc c'est vraiment une fois par an, mais quand c'est une bonne année à glycine, c'est spectaculaire. Je ne peux pas te dire exactement combien de variétés on a de fleurs. Ça dépend si on compte toutes les variétés de tulipes, toutes les variétés d'iris, mais je pense qu'on en a au moins 1000. Ah ouais. Il y a énormément de plantes et on a beaucoup de vivaces. On travaille surtout avec des vivaces. Mais il n'y a pas des espèces du coup, qui envahissent d'autres espèces Il y a des espèces qui se plaisent plus ou moins. Donc forcément, quand elles se plaisent plus, elles prennent plus de place. Mais on a la chance d'avoir une très bonne équipe au parc qui veille à ce que chacun puisse trouver sa place au sein des plates-bandes. Puis qui teste. Parfois, une plante va être très heureuse à un endroit, très malheureuse 5 mètres plus loin. Que ce soit dans le parc ou dans les maisons du village, il y a beaucoup de rosiers grimpants à Apremont et donc les façades des maisons, mais littéralement dégoulinent de roses. Et ça, c'est trop beau. Et puis après, au fur et à mesure de la saison, les plates-bandes sont de plus en plus denses. Et à la fin, quand on arrive au mois de juillet-août, elles sont très hautes, très 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 fleuries, tout est à touche-touche. Et on est vraiment dans la profusion, on est dans le cliché du mix border anglais avec des fleurs, des couleurs, des odeurs, c'est un peu un enchantement. Donc là, Louise, tu m'as emmenée dans un lieu qui est particulier pour toi, donc qui est l'allée des Tilleuls, qui est dans une partie privée du château. Pourquoi tu voulais absolument m'emmener ici ? J'aime beaucoup cet endroit parce que déjà, c'est un endroit qui rappelle le temps qui passe et puis qui rappelle ce que chacun a apporté à cet endroit. Cette allée, elle est vieille de plus de 300 ans. Donc c'est une allée finalement qui dit un peu le passage de génération en génération de cet endroit. Et puis c'est un endroit où il y a une très très jolie lumière au lever du soleil, qui est vraiment un peu magique en fait. On se croirait dans un film, dans Le Seigneur des Anneaux ou je sais pas, quelque chose comme ça. Et puis d'ici on a aussi une jolie vue et sur le château et puis sur la nature environnante qui est encore très préservée.
on va dire, sans problématique visuelle, sans bâtiment, sans poteau électrique, sans pylône, sans éolienne. C'est vraiment la campagne, la vraie campagne berrichonne. On voit des charolais, des moutons, des points d'eau, quelques arbres, un peu de forêt, mais rien d'autre. Et ça, on a de la chance, ici dans le Berry, d'avoir encore cette campagne très très préservée. C'est rare maintenant en France. On est privilégiés. Le château, comme beaucoup de châteaux en France, c'est un château qui a été beaucoup retouché au cours des siècles. Les premiers écrits qu'on a trouvés sur le château mentionnent une quinzaine de tours. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 5 qui sont debout. Certaines sont encore dans leur jus avec des petites meurtrières. Il y en a même une où on voit un boulet de canon incrusté. Alors ça, les enfants adorent. À ces tours s'ajoutent plein de parties qui ont été rajoutées au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe et même au XXe. Puisqu'au XXe, Eugène Schneider, propriétaire des lieux à l'époque, va complètement retravailler la façade de la cour en rajoutant plein d'éléments pour donner à cette façade un air gothique. Donc il rajoute des gargouilles, des entourages de fenêtres, il sculpte la pierre et pour ça il réouvre les carrières de pierre d'Apremont. Et donc, il apporte sa touche à l'édifice grâce à ça. Donc, en fait, c'est un château qui a beaucoup évolué au cours des siècles, qui a beaucoup changé d'apparence. Et c'est ça qui lui confère un charme, je trouve, tout particulier. Aujourd'hui, on est juste les passeurs en fait d'une maison et notre rôle, c'est de la maintenir. Et c'est à la fois de l'énergie, de l'argent, du temps. Donc, je me sens heureuse de vivre là où j'habite parce que j'aime beaucoup cet endroit. Ensuite, je me sens bien puisqu'on a fait des travaux dans une partie du château avec mon mari justement pour s'approprier l'endroit et puis pour se faire un petit cocon familial, une maison en fait dans le château. Donc, on n'a pas une sensation d'être complètement dépassé et de vivre dans un endroit immense. Après, on essaye d'utiliser toutes les pièces du château une fois de temps en temps, donc d'utiliser, comme on dit, les grands salons, la grande salle à manger 1 ou 2 fois par an, de faire un dîner avec des amis, de faire un week-end un peu sympa pour que le château continue à vivre dans son intégralité. Je dirais que je me sens à ma place, en fait, tout simplement. Je suis heureuse d'y être. Avec mon mari, on essaie de transmettre à nos enfants le goût de cet endroit pour qu'ils puissent à leur tour s'y sentir bien. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, à m'occuper du jardin, à m'occuper du village. C'est vraiment un travail pour moi qui est extrêmement plaisant, qui est très très varié. Il faut qu'il y ait du plaisir et puis il faut aussi se dire qu'on essaye de transmettre quelque chose dans un état encore meilleur que celui dans lequel on l'a reçu. Si toutes les générations ont ça en tête, eh ben, la transmission pourra se faire. L'idée, c'est toujours d'associer la transmission à la joie d'y habiter. S'il n'y a pas ça, pour moi, ça ne peut pas être une génération qui réussira à Apremont. J'aimerais comprendre comment tu t'es inscrit, toi, dans cette histoire et finalement qui tu es, voilà, d'où tu viens. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton histoire ? Oui, alors moi j'ai 37 ans, bientôt 38. Ça fait maintenant 6 ans que j'ai repris la gestion de l'endroit. Je l'ai su en fait assez tôt puisque ma grande-tante a décidé de me choisir en fait pour pouvoir me laisser à Apremont. C'était quelqu'un qui comptait beaucoup dans ma vie. On a toujours eu des rapports extrêmement particuliers. J'ai toujours considéré comme une seconde mère. Et donc en fait c'était la suite logique de notre relation, de notre affection mutuelle. Je pense que j'ai pas vraiment réalisé à l'époque. Je venais d'avoir mon bac. Je me disais que j'acceptais cet endroit plutôt par affection pour ma grande-tante, pour Elvire. C'est quelque chose qu'on garde dans un coin de sa tête, mais qui vous suit et qui m'a suivi jusqu'à l'année 2015, où on s'est installé ici avec mon mari et puis mes 2 enfants. Maintenant, j'en ai 3, donc une petite dernière qui est née à Apremont. On n'avait pas encore vraiment la connaissance de ce qu'on ferait, de la tâche, de ce qu'on apporterait. Je pense qu'on est un peu venu le nez en l'air en se disant on va se laisser guider par l'endroit. On va reprendre les choses telles quelles et puis les idées, les envies vont venir au fur et à mesure et c'est exactement ce qui s'est passé. Apremont, c'est un endroit qui vous habite.
qui vous fait grandir et toutes les modifications, tous les projets qu'on a menés dans cet endroit et qui sont nombreux, ils ont vraiment été soufflés par le lieu. Là, c'était un vrai changement de vie pour toi. Vous avez beaucoup voyagé avant, vous étiez plutôt citadin, vous reveniez du Québec notamment. Tu peux me raconter un peu ce changement de vie, comment il s'est opéré, comment ça s'est passé ? Changement de vie, oui, ça c'est sûr. On était tous les deux parisiens. Après, on a passé quelques années à Montréal, qu'on a adoré d'ailleurs. Je pense qu'on y serait toujours si on n'avait pas dû revenir pour Apremont. Et puis, on se retrouve au milieu d'un petit village de 70 habitants, en pleine campagne, avec tout ce que ça implique, n'ayant l'un et l'autre jamais vécu à la campagne. On avait toujours passé des vacances à la campagne, mais on ne savait pas ce que c'était que de vivre vraiment isolé à la campagne. En fait, ce qui a joué pour nous, c'est qu'on était avec des enfants petits. Et puis c'est une chance de pouvoir avoir un jardin, la campagne, la forêt quand on a des enfants petits, parce que dès qu'on sent que tout le monde devient fou, à peu près dès 10h du matin le week-end, on ouvre la porte, tout le monde va dehors et puis tout s'arrange. Donc on l'a plutôt vécu comme ça. Après, ce qui a pris plus de temps, ça a été de rencontrer des gens, de se faire un réseau d'amis. Ici, on est quand même dans le Berry. On connaissait pas forcément beaucoup de monde avant de venir ici. On n'avait pas nos amis d'enfance, on n'avait rien. Donc se recréer un cercle d'amis, ça prend un peu plus de temps. Mais ce qu'on y a gagné est incroyable. C'est-à-dire que très vite, on s'est rendu compte que on pourrait maintenant être nulle part ailleurs. Mes premiers souvenirs à Apremont, c'était plutôt des souvenirs du château que des souvenirs du jardin. On y allait de temps en temps avec mes parents et mes frères et sœurs, et à chaque fois j'étais frappée du confort des chambres qui avaient été refaites par mon grand-oncle. Tout était magnifique, il y avait la télé dans chaque chambre, il y avait même un mini-bar. Alors pour nous, c'était le comble du luxe, petit, de pouvoir dormir dans une chambre, dans un beau lit avec le tissu du mur assorti au couvre-lit, assorti au fauteuil, la télé évidemment qu'on regardait des heures parce que chez nous on était très très limité sur l'utilisation de la télévision. Là on avait la télé devant notre lit donc forcément on était nos limites. On se prenait des coca dans les mini-bars en regardant la télé. Enfin on avait l'impression d'être dans un hôtel 5 étoiles et on trouvait ça absolument génial. Donc ça c'est plutôt des souvenirs liés au château qu'au jardin. Les souvenirs du jardin ils viennent plus tard. Je savais différencier une hortensia d'une tulipe, mais c'était à peu près tout. Et puis, en étant entouré de beauté, de fleurs, d'arbres, on ne peut pas ne pas s'intéresser à cette nature. Donc, ouais, la sensibilité au jardin, elle est venue dans un second temps. J'espère que l'histoire de Louise te donnera envie de découvrir Apremont-sur-Allier. Tu trouveras plus d'infos sur le château et ses jardins dans la description de cet épisode. Riche d'un fort patrimoine architectural et naturel, le Berry compte d'innombrables autres châteaux et jardins labellisés remarquables. Je te recommande notamment les très beaux jardins d'inspiration médiévale du prieuré d'Orsan, le parc et les jardins d'eau du château d'Aîné-le-Vieil, les jardins et l'arboretum du domaine de Poulaine ou les jardins à la française du château de Bouge. Pour en savoir plus, n'hésite pas à consulter le site web de Berry Province où tu trouveras de nombreuses informations pour préparer ton voyage. Dans le prochain épisode, je te propose une incursion en pleine nature, le temps d'un bivouac au bec d'Allier et d'un voyage sur les traces des oiseaux dans le parc naturel de la Brenne. Tu as aimé cet épisode ? Alors n'hésite pas à le faire savoir en parlant autour de toi. Pense aussi à t'abonner au podcast Les Oreilles Vagabondes sur ta plateforme d'écoute favorite. Et n'oublie pas de nous laisser un commentaire et des étoiles. Tu peux également nous retrouver sur Insta ou Facebook pour suivre l'actu du Berry ou interagir avec nous. Ce podcast est produit par LFB Studio pour Berry Province. L'épisode est réalisé par Paul Angèle, mixé par Le Son de l'Ancre, avec une composition musicale de Sandrine Roth.